Amis des semi-conducteurs, bonjour. Aujourd'hui, en cherchant je sais plus quoi dans le fin fond de mon lab, je suis retombé sur ce vieux databook qui date de 1972, donc 43 ans, c'est quand même pas une paille, et qui est une sorte de catalogue, hein, une date donnée de certains types de semi-conducteurs. C'était cette marque-là, Data, je sais pas si ça existe encore, parce qu'avec Internet ça n'a plus trop de sens, mais à l'époque on utilisait beaucoup ça. Ces catalogues étaient faits sous forme de listes de références généralement triées de telle façon à ce que sur une ligne donnée, ceux qui étaient les plus proches étaient relativement équivalents. Alors ça dépend sur quels paramètres bien sûr. Derrière, il y avait des caractéristiques principales et derrière tous les boîtiers possibles. Enfin, ce qui est intéressant ici sur ce data, c'est que déjà en 1972, hein, donc comme je l'ai dit, ça fait une paye, on voit que juste sur les thyristors et les diodes, c'est-à-dire il n'y avait pas les transistors par ces machins-là, on voit déjà l'épaisseur du bouquin, quoi. On voit déjà le nombre de références qui peut exister pour tous ces composants. Depuis, et avec l'évolution des semi-conducteurs, le nombre de modèles de types de semi-conducteurs, c'est quelque chose de complètement effarant. C'est d'autant plus effarant que pour moi c'est un non-sens total, où je veux dire depuis à peu près aussi 40 ans que je fais de l'électronique, je dirais qu'avec 200 types de transistors ou de semi-conducteurs, je crois que je pourrais faire tout ce que j'avais besoin. Alors, c'est vraiment un truc, c'est un peu n'importe quoi. Alors, ça correspond peut-être à des logiques commerciales ou industrielles, je sais pas trop. Mais enfin, quelque part, c'est quand même un petit peu débile. Sachant qu'en plus, il y a plusieurs standards de notation. Je vous ai mis un lien dans la vidéo sur une excellente page en français, encore de Sonelec, qui explique justement un petit peu les différentes notations, sachant qu'il fait juste une petite erreur dans son site. Hein. C'est que, par exemple, pour la norme GEDEC, la norme GEDEC, c'est une norme, on va dire, un groupement d'industriels américains qui est toujours sous forme de quelque chose N quelque chose, par exemple 2N. Lui, il dit que le premier chiffre, c'est le nombre de pattes moins une. En fait, pas du tout. Hein. Le premier chiffre, c'est le nombre de jonctions PN à l'intérieur. C'est pour ça qu'une diode qui a une seule jonction, c'est 1N. Un transistor, il y a deux jonctions, donc c'est 2N, et ainsi de suite. Donc c'est la même norme, en fait le premier chiffre de la norme apparemment japonaise c'est un peu la même. Enfin en gros donc vous voyez il y a ce truc GEDEC qui donne en fait pas beaucoup d'infos, hein, 1N, 2N, 3N, derrière il faut avoir un catalogue. Il y a la norme ProElectron qui a voulu, c'est très européen, ça a essayé de faire un codage qui veut dire un petit peu quelque chose. Donc par exemple un BC quelque chose, B ça veut dire silicone, C on sait que c'est un transistor basse puissance, enfin, et ainsi de suite. Hein, on retrouve un peu cette logique-là dans la notation japonaise, hein, les 2 SA quelque chose, les 2 SB, sachant qu'il faut faire très attention au niveau des japonais, quand un transistor est un 2 SA quelque chose, souvent le 2S n'est jamais mis devant, hein, il n'y a que A. Donc en fait, ça a l'air de rien, mais quand on ne sait pas, on cherche pendant longtemps, on voit un transistor qui est un C826, en fait, ce qu'il faut chercher, c'est 2 SC826. Enfin, voilà, de toute façon, ça c'est un problème, le codage. On a toujours tendance, quand on veut coder quelque chose, hein, c'est typique aussi dans l'informatique, quand on se dit, tiens, j'ai une liste de composants, j'ai une liste d'articles, d'essayer de vouloir faire un codage qui dit quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Avec le recul, hein, j'ai vu énormément de systèmes de codage. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceux qu'on utilise souvent, on s'en rappelle, ceux qu'on n'utilise pas souvent, on s'en rappelle pas. Et vouloir donner à tout prix des significations, ok, ça donne une vague idée, mais est-ce que c'est vraiment pratique? Parce que bon, ok, je sais que c'est un transistor NPN, est-ce que ça me suffit pour faire quelque chose? Donc je suis pas vraiment fanat en fait de système de codage, et je dirais, si on regarde dans l'électronique, au niveau du standard GEDEC, tout électronicien sait ce que c'est qu'un 2N 2222. Il n'a pas besoin de savoir que il y a deux jonctions à l'intérieur, ça lui apporte strictement rien. Un N4148, ça parle à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est des composants qui sont très utilisés, très connus. De même qu'un BC109, tout le monde sait ce que c'est, hein, enfin les vieux de la vieille, des transistors. À la limite, le fait que ça soit BC devant, on s'en fout, quoi. C'est ce qu'on a mémorisé, c'est parce que c'est un transistor qui était hyper connu, hyper utilisé. Donc là-dessus, en fait, je dirais, vouloir à tout prix donner des codages,
Au bout d'un moment, des fois on est embêté, on manque de lettres, il y a des tas de trucs, on sait plus où les mettre, ça se termine généralement avec des cases divers. C'est aussi un truc qui m'a toujours interpellé, ça, dans l'informatique. Hein. Il y a des gens, ils ont divers, puis après ils ont divers 1 et divers 2. C'est vraiment quelque chose. C'est qu'une logique humaine qui est très très bizarre. Mais enfin bon. Voilà en gros un petit peu ça. Bon, je vais pas vous faire le détail hein, des différentes notations, parce que je veux dire, ça n'a aucune valeur ajoutée. Hein. Ça, je vous mettrai des liens, vous pourrez trouver ça très facilement sur le net. Et en fait, moi, par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi on a autant de différences. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il sort un nouveau modèle, il n'est pas forcément comme les autres. Donc, on va lui donner un nouveau numéro, un nouveau truc comme ça. Enfin, c'est vrai quand même qu'il y a relativement pléthore. Alors, bien sûr, ça fait la fortune hein, dans le temps de tous ces bouquins qui faisaient des équivalences ou de tous les systèmes d'équivalence qu'on peut trouver sur le net, sachant que équivalence, ça veut tout dire et rien dire. Si c'est deux numéros différents, alors ça peut être parce que c'est deux standards différents. On pourrait peut-être trouver que entre un BC 108, 109 d'un standard, il y a peut-être un strictement équivalent dans la norme GDEC. Mais sinon, souvent il y a quand même des différences. Alors, par contre, des fois c'est sur des paramètres un peu débiles ou juste des ranges. Il y en a un, il va y avoir un gain minimum de 100 et l'autre il a un gain minimum de 110 quoi. Et tout le reste, si ça se trouve, c'est quasiment pareil. De toute façon, il faut bien voir maintenant qu'au niveau de la fabrication, et ça on le voit par exemple chez National Semiconductor, tous ces transistors là, à la fin dedans il y a ce qu'ils appellent des process. Je crois qu'il y en a, enfin il n'y en a pas énormément, il y en a moins de 50 quoi. C'est-à-dire en fait tous ces transistors là ils sont fabriqués de la même façon et après le numéro, la référence qu'on leur donne c'est fait plus ou moins par des systèmes de tri, de mesure automatique, voire même si ça se trouve des logiques purement commerciales. Hein, c'est un petit peu comme les yaourts, hein, c'est la même usine qui fabrique les mêmes yaourts et selon les commandes on met une étiquette Leclerc ou je sais pas quoi dessus. Donc en fait tout ça c'est un petit peu flou et ça correspond pas réellement à des vraies réalités en fait de différence. Mais en même temps il y a ça, puis il y a aussi les côtés historiques, hein, toute la série des LM et LH par exemple. Hein, LM, tous les circuits intégrés en LM c'était pour linéaire monolithique. Ça veut dire que c'était des circuits intégrés où il n'y a qu'une puce. Les LH quelque chose, ça veut dire linéaire hybride. C'est-à-dire que c'est pas simplement une puce, par exemple, il y a un composant, un condensateur par exemple, qui peut être rajouté dessus. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont très bizarres. Dans la norme Proélectron par exemple, c'est pareil, c'est complètement débile. La lettre qui est derrière, elle veut pas forcément dire la même chose. Souvent c'est des variations, c'est-à-dire on a un BC 109, mais ABC, et souvent la lettre sur un BC 109 c'était plutôt par rapport au bruit. Un BC 109C, hein, c'était recherché par exemple quand on faisait des préamplis, des choses comme ça, parce qu'il a très peu de bruit intrinsèque. Alors qu'un BC 547C par exemple, lui c'est qu'il va tenir une tension plus haute. Alors c'est même assez bizarre, pourquoi subitement, sur le même modèle, on refait encore des variations alors qu'il y a d'autres modèles. Enfin c'est vraiment un petit peu naze et ça aide pas, mais bon, on va dire c'est comme ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Et puis alors je veux dire, depuis en plus maintenant, ça c'est même plus forcément vérifié. On voit les composants qui sortent, surtout, il y a un peu de tout. En plus maintenant avec les CMS qui sont tout petits, les notations dessus, ils n'ont pas la place. Et c'est des codes qui veulent des fois pas dire grand chose, voire pas de code du tout, ce qui en plus c'est vrai aide pas du tout la maintenance. Hein. On a un transistor avec juste rien dessus ou une lettre genre A ou un numéro 05. C'est vrai que ça aide pas vraiment pour la réparation. J'ai encore ces databooks papier et ça change un peu d'internet. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de recherche, mais c'est quand même des fois agréable de pouvoir les lire. Hein. Enfin c'est l'éternel système d'avoir un vrai bouquin. Maintenant c'est sûr qu'avec internet l'avantage c'est qu'on trouve relativement facilement quand même les datasheets. Et encore, hein, des fois c'est un peu galère. Mais c'est comme ça et ça se discute pas. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.